Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Alban Oujagir, Design Director chez Chanel. Alban, bonjour. Hello, salut Paul. Écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast. Au-delà du fait que tu viens d'Orléans comme moi, c'est un vrai plus, bravo. Qu'on est de la même génération, qu'on est de la même année. Je suis trop content de t'avoir parce que en fait, je t'ai découvert dans un live avec The Product Crew autour du portfolio, etc. et des prises de position autour de ça. Et j'ai vraiment apprécié l'échange et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'on fasse connaissance, qu'on aille un peu plus loin parfois sur d'autres aspects. Et puis après, j'ai découvert ton parcours. Le designer entrepreneur, c'est quelque chose que je défends beaucoup dans le podcast, dont je parle beaucoup. Et ça faisait un petit moment que j'en ai pas reparlé, et donc je suis très content qu'on puisse faire ce focus-là avec toi. On va découvrir donc ton parcours autour de ça. Bien sûr, on parlera un peu de Chanel, même si on pourra pas tout dire pour plein de sujets de compliance et de sécurité. Ouais, sécurité, etc. Et puis voilà, laissons un peu la magie et les magiciens. C'est souvent parce qu'on connaît pas le truc que ça fait effet. Donc laissons du mystère et ce sera super. Et puis bien sûr, on discutera des sujets du moment autour de l'IA. Peut-être on retouchera un petit peu le sujet du portfolio et du CV, même si on invite tout le monde à regarder l'épisode que tu avais fait avec The Product Crew. Trop bien, on se lance. La première question que je pose à chaque fois dans mon podcast pour entamer la discussion, c'est toi, à quel moment tu découvres le design dans ta vie et que tu te dis, ça y est, j'ai peut-être trouvé la voie, quoi. Alors, je pense que je peux dater ça à peu près au collège. Alors, j'ai toujours énormément dessiné depuis que je suis enfant. Je dessinais vraiment beaucoup quand j'étais gamin. Mais je pense que la première fois où je me suis dit... alors j'ai voulu faire plein de métiers comme tout à chacun, mais je sais pas, au collège, je vais être en 5e, 4e, j'avais un peu pour ambition, j'aimais bien les voitures, d'être designer automobile. Ouais. C'est un truc qui m'a habité quelques années, donc je dessinais pas mal de voitures, je m'intéressais un peu alors il n'y a pas forcément internet de disponible comme ça à la maison, j'ai dû avoir internet sur la fin du collège ou au milieu du collège, donc je me renseignais comme je pouvais, mais j'avais trouvé quand même pas mal d'infos sur ce métier-là, et ça m'a tenu quelques années le fait de vouloir être designer automobile. Et après ça s'est précisé, j'ai voulu faire plusieurs trucs, et au lycée j'ai fait un bac littéraire avec option option art plastique en lourde et facultative. Alors, je suis peut-être un peu désuet maintenant, je sais plus comment ça marche, le bac, mais j'avais fait des trucs sur Beaubourg, j'avais des cours d'histoire de l'art. Incroyable. Et j'hésitais entre l'architecture et la publicité, et j'ai choisi la publicité. Donc, t'étais le seul garçon de ta classe pendant un bon moment, parfois. On était 2 sur une classe de 30, ouais. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle, je vois très bien. Ok. Et donc après, tu fais une école d'art. Je fais une école de publicité, ouais. Je fais sub de pub. Ok. Parce que là, il y a le film de Frédéric Becbédé, 99 francs, qui est passé entre temps, et tu te dis, tiens. Alors, la publicité, ça te donne envie. C'est une bonne question. Forcément, ça a eu une influence, 99 francs.
à l'époque, je lisais peut-être encore un peu le livre ou le film. Je pense qu'il y a eu Le film, c'était effectivement peut-être réussi. ça a résonné chez moi, mais au-delà de ça, j'avais envie de faire un truc créatif. Je le savais. Trop bien. Voilà, je savais pas exactement quoi. Voilà, l'architecture, ça me plaisait. Je me disais que j'étais un peu pas pour rien que j'ai fait un bac littéraire. Je suis pas une star des mathématiques. Donc, je me disais que ça allait être compliqué. Donc, en vérité, j'ai découvert que c'était pas forcément un problème, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai hésité à faire un institut d'art visuel, celui d'Orléans d'ailleurs, tu vois, en l'occurrence. Et puis voilà, je sais pas, la publicité, ça m'attirait. Et donc, j'ai choisi Sup de Pub. Trop bien. D'entrée post-bac, BTS communication des entreprises. Et donc, dans un premier temps. justement, ce que je disais dans l'intro du podcast, toi, tu as été entrepreneur, tu as créé ta propre agence. Raconte-nous un petit peu le parcours pour y arriver, au moment où tu dis tiens, allez, je me lance. Avant, j'imagine que tu fais tes armes, tu rencontres sûrement les ou la bonne personne aussi pour peut-être le faire avec toi. Ouais, il y a une personne clé là-dedans. Enfin, du coup, je rétropédale un peu. Donc, je rentre à Sup de Pub avec quand même la volonté d'être directeur artistique. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Dans ce que je faisais au lycée, il y avait beaucoup de choses où j'utilisais, terme un peu désuet, la PAO, on disait comme ça à l'époque. Donc j'étais pas trop mauvais sur Photoshop. Je m'étais auto-formé voilà, pendant mon lycée. Je faisais beaucoup de créations. Avec un Photoshop que tu avais acheté. Et tout à fait, j'avais acheté la licence au prix maximal. C'est bien, bravo. Absolument pas, évidemment. Non, j'utilisais beaucoup Photoshop et je voulais être directeur artistique. Et quand je suis rentré à Sup de Pub, j'ai un peu déchanté. Parce que sans le savoir, je pense que je voulais faire du digital et que j'ai trouvé ça pas du tout digital. En tout cas, Sup de Pub en 2007-2008, il y avait pas vraiment de cours autour du digital. C'était très publicitaire. Et en plus, dans le cadre de la formation BTS communication des entreprises, en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y avait pas beaucoup de place à des nouvelles matières. Donc, j'ai acquis une super base et je regrette absolument pas d'avoir fait Sup de Pub. Je considère être quelqu'un de curieux et ça a amplifié ma curiosité, mais j'ai pas trouvé vraiment chaussure à mon pied par rapport à l'aspect digital des choses. Et je me suis dit, comment je peux faire? Et j'avais absolument pas envie de. Mon obsession, c'était d'aller le plus vite possible à la case travail. J'avais pas envie de traîner dans les études. Et donc j'ai adapté. J'ai adapté en trouvant des stages dans les médias parce que j'ai un peu vu de la lumière et j'ai eu la chance de rentrer et tant mieux pour moi. Et donc, du coup, j'ai tout mon parcours de stage, tout mon parcours alternance dans mes études supérieures, c'est dans l'univers média, dans 3 boîtes. CBS Interactive, qui à l'époque avait des magazines en France digitaux. Brain Sonic, qui est une boîte qui a eu un développement incroyable dans lequel j'avais un rôle de consultant média. Je rencontrais plein de gens dans le milieu IT. Et chez Altis, qui à l'époque s'appelait Next Radio TV, donc c'est le groupe qui possède BFM notamment. Et à l'époque, le magazine 01net sur lequel j'ai travaillé. Donc, voilà, j'ai fait une espèce de bascule de un peu consultant média, journaliste, à gestion de projet web dans une rédaction pour adapter les besoins journalistiques à une interface, à des sites web, donc un peu un début de vernis de chef de projet. C'était aussi l'époque du mobile, donc je voyais ça de loin, etc. Et puis il fallait trouver du travail après les études, après ces alternances. Il n'y avait pas de job en l'occurrence chez BFM. Ouais, j'ai fait un passage rapide. C'était une période compliquée, hein, même pour trouver du job. À l'époque, nous, quand on sort là, l'époque François Hollande, un peu compliqué. Je vois très bien. Ouais, exactement. En plus, la crise financière était passée par là aussi, donc pas forcément la meilleure période pour trouver du boulot. Et j'ai fait un passage rapide dans une boîte qui faisait du mobile. C'est pas hyper bien passé pour plein de raisons. Et puis donc je me retrouve sur le marché du travail et je me dis qu'est-ce que je peux faire. Je connaissais bien le milieu des agences parce que mes potes étaient restés dans le milieu des agences et puis c'était toujours un truc que j'observais quand même de loin. Et donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai envoyé un CV chez
Publicis.net qui est en train de devenir Marcel Worldwide, une agence du groupe Publicis qui est toujours une des agences les plus créatives au monde. Ouais, tout à fait. J'ai envoyé un CV le lundi, j'ai eu un entretien le mercredi, un deuxième entretien le jeudi et j'ai commencé le lundi d'après. Vraiment ça s'est passé en même pas une semaine quoi. Donc, touché par la grâce quoi. Touché par la grâce. En plus Marcel c'est quand même pas n'importe quelle agence. C'est super. Super. Bah, je sais pas si c'est un alignement de planètes ou pas, mais ouais. Des fois, bref, peu importe. Voilà, j'ai fait un petit mois de chômage. C'est le seul mois de chômage de ma vie. J'ai enchaîné chez Marcel et après j'ai jamais arrêté de bosser. Donc Marcel, c'est une expérience de dingue. Et j'en parle un instant parce qu'effectivement, c'est là où j'ai rencontré quasiment Day One, celui qui deviendra mon associé plus tard. Bah voilà, j'ai bossé sur des marques de dingue. Sur des projets de fou, voilà. Là, t'avais déjà le rôle, t'avais un rôle qui était très créatif, mais la partie. Pas du tout. D'accord. Je suis rentré en tant que chef de projet. D'accord. Mais la partie UX, UI design, etc. C'est une époque où le chef de projet faisait ce qu'on appelait des zonings, même pas encore des wireframes. Le métier d'architecte de l'information, il existait dans certaines boîtes un peu tech. Ouais. Mais c'était pas un vrai métier, c'était vraiment le tout début de l'UX design en France. Donc moi, je rentre en octobre plutôt 2011 et recrute un head of design en décembre. Vincent Mayol, qui sera une personne importante dans mon parcours, qui est un disciple de Sylvie Domal. Qui est, ça me parle, Vincent Mayol, il était chez... Ouais, ça me parle très bien. On s'est jamais rencontrés, mais on a déjà échangé. Ouais. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Écoute, tu pourras l'interviewer, c'est un mec important dans mon parcours parce que comme je disais, il était dans la grande époque de Duke. Et donc avec Sylvie Domal qui a écrit pas mal de bouquins sur l'UX design en France. Okay. Et donc arrive ce mec avec qui je fais une réunion très vite parce que j'étais sur les sujets d'application mobile à la fois pour la RATP et Heineken, un projet hyper ambitieux pour Heineken. Et première ou deuxième réunion que je fais avec lui, il me dit mais en fait toi t'es pas du tout chef de projet, t'es UX designer. Et parce que je faisais des wireframes, parce que j'avais ce fond de créativité en fait qui était là en fait et qu'il a su voir en moi et en fait assez vite j'ai un peu occupé les deux postes pendant une petite année mais je suis passé de la gestion de projet à l'UX design chez Marcel. Donc j'ai suivi les projets mobiles en passant de chef de projet à UX designer. Et voilà, j'ai passé énormément de temps sur ces sujets-là. Et je pense à Heineken, c'est un projet dingue à l'époque, plus d'1 million d'euros de budget. On faisait une application où dès que tu scannais une bouteille de bière, tu avais un contenu. Et les contenus, on n'avait pas fait ça à moitié. C'était des tournages vidéo à la frame qu'on a essayé de recaler pour faire des jeux vidéo. Comme ils avaient les droits de la Ligue des Champions, j'ai travaillé avec un compositeur pour faire un Simon, pour faire... la musique de la Ligue des Champions avec des ballons qui sautaient sur ton écran. Voilà, on fait plusieurs mini-jeux comme ça, hyper ambitieux pour l'époque. Bon, il y a un nouveau directeur marketing qui est arrivé et le projet a été annulé. Seule fois de ma vie où j'ai pleuré, je crois, dans le boulot parce que c'était franchement 1 an et demi de dur labeur, de charrette et en fait le truc a été annulé en une réunion. Énormément d'allers-retours à Amsterdam, etc. Enfin, vraiment un projet incroyable qui est vraiment le tout début de mon parcours et au-delà tu vois des écrans, des interfaces, c'était aussi une expérience. Toute la documentation qu'on a produit parce qu'à l'époque en fait on faisait aussi les specs et là on avait fait un document fonctionnel et design, tu vois, pour écrire toutes les règles de gestion des jeux, etc. Donc enfin, moi c'est un peu, tu vois, en short track une formation d'UX incroyable, qui était hyper importante. Puis avec un niveau d'exigence qui était important parce que tu m'as dit qu'il y avait un gros budget. Tout à fait. Une marque internationale. Toi qui découvres aussi un peu ton métier. Justement, c'est une agence de dingue pour ça, Marcel, parce qu'il donne la chance aux jeunes et c'est toujours le cas en fait. À l'époque, je sais pas, la moyenne d'âge était aux alentours de 25 ans. Je pense que c'est toujours le cas et je crois qu'ils sont toujours aussi forts
petite dédicace à Pascal Nessim, le président de Marcel. C'est une agence qui est incroyable pour ça, en fait. Ils ont cette force de se baser sur la jeunesse, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi bons. C'est une des agences les plus primées au monde encore aujourd'hui. En France et à l'international, elle a une renommée incroyable. Et pour enchaîner sur Marcel sans être trop long, il y a cette période un peu sur ces gros projets-là, et puis il y a une deuxième, je suis resté 3 ans, il y a une deuxième partie avec énormément de recherche utilisateur, parce que je sais pas pourquoi les clients nous faisaient énormément confiance et qu'on a pu vendre de la recherche utilisateur à tout va, notamment à Intermarché. C'est que c'est super intéressant parce que justement j'allais embrayer sur ça en disant mais UX designer, tu nous as parlé d'expérience et plutôt de production, de production, mais pas du tout de research ou d'atelier, etc. Et donc c'est là aussi, c'est dans cette deuxième étape chez Marcel que tu vas progresser, découvrir tout cet aspect-là. Il y a du designer ce qui est bizarre, complet. J'ai la chance, et on est quelques-uns comme ça là, quand j'entends des podcasts comme le tien, il y a tu vois, une frange d'UX et de designers qui viennent des ESN, éventuellement des startups. Et avant ça, en fait, c'était les agences qui produisaient le digital parce que c'était pas encore intégré dans les boîtes. Et dans un environnement publicitaire qui plus est, donc je n'étais pas dans une vraie web agency, on faisait pas trop de plateformes, on était plus sur des sujets d'expérience. On a eu 2 métiers un peu bizarres. D'un côté, tu vois, de l'expérience, à l'époque où il y avait encore un peu Flash, c'était la fin de Flash, mais on a encore pu faire des choses, il y avait beaucoup de mobiles, il y avait beaucoup de choses interactives, donc tout le monde essayait un peu des trucs différents. Il y a eu cet aspect-là du job, et l'autre, c'était l'aspect service design, qu'on a vachement réussi à vendre, en fait, chez Marcel. Service design, ça veut dire, qu'entends-tu par service design? Je suis une marque et j'arrive pas à projeter. Service design au sens, alors après, ça a parfois été repris à des fins publicitaires. Je pense aux fruits et légumes moches, qui est une campagne qui a gagné un nombre incalculable de prix, pardon, lapsus intéressant. En fait, si tu veux, on a eu une démarche vraiment de design thinking, par exemple, sur ce sujet-là, où en fait, avec Intermarché, on avait vendu un comité innovation dans lequel on utilisait les outils du design thinking. Les clients nous donnaient une problématique, on a travaillé sur les enfants à les courses, on a travaillé sur les seniors. C'est pas moi qui m'occupais de ce sujet-là, c'était l'autre UX dans l'équipe. On travaillait aussi sur l'application Mieux faire ses courses, qui s'appelait comme ça, donc l'application de courses d'Intermarché. Et en fait, sur tous ces sujets-là, on utilisait la recherche. On avait un budget assez fou pour pouvoir aller dans les supermarchés, passer du temps à faire du shadowing, des interviews des clients, des interviews des forces de vente. On a même fait un truc sur les intermarchés urbains. Enfin, en fait, tonnes de sujets comme ça. C'était un comité qui avait lieu tous les 2-3 mois. Et avant ça, on faisait de la recherche, on faisait du mapping, on proposait des services. Et il y a certains qui ont vu le jour, quoi. Tu vois, des paniers recettes pour les enfants à récupérer, où tu peux rentrer chez toi et faire tes recettes avec tes enfants. La campagne des fruits et légumes moches qui a été un immense carton. On avait aussi designé, tu vois, une vending machine dans laquelle tu pouvais acheter des paniers recettes tout prêts. Enfin, vraiment, on a vraiment exploité le filon. Et moi, c'est la base de mon cursus UX Research, quoi. J'ai appris énormément de choses pendant cette époque-là sur l'écriture de protocoles, sur la recherche en tant que telle. Et ça, j'allais te dire, parce que en interne chez Marcel, il y avait des gens qui défendaient ça, parce que si vous avez réussi à le vendre, c'est qu'il y a peut-être des gens qui portaient ça et qui vous ont un peu coaché, managé autour de ça, ou c'est toi qui non, on a parlé de Vincent, aller chercher les infos. On a parlé de Vincent qui, quand il est arrivé, en fait, Marcel, c'est une boîte. Pour le coup, tu vois, on va parler d'entrepreneuriat dans le podcast, donc je peux parler d'intrapreneuriat aussi. C'est une boîte qui laisse la porte ouverte aux gens. Tu vois, je les suis encore de près, mais tu vois, ils ont recruté un head of gaming et ils font plein de trucs sur le gaming. En fait, c'est une boîte, ils intègrent une compétence parce qu'ils ont repéré qu'il y avait un marché. Qu'il y avait un marché, ou qu'il y a même une tendance, tu vois, un intérêt. Puis en fait, ils laissent carte blanche aux gens de proposer des choses. Comme c'est une agence qui a plutôt des gros budgets, généralement, les clients, en fait, ils sont aussi ouverts d'esprit parce qu'eux aussi, ils ont de l'argent. Et en fait, derrière, ça nous ouvrait des portes
gigantesques pour pouvoir travailler. Et puis, je pense que tu vois, que ce soit Orange, Intermarché, Ray-Ban plus tard, en fait, c'est des marques qui nous laissaient faire, en fait. Donc voilà, c'était une époque Trop un bien. peu bénie de mon point de vue, Ouais, bien où sûr. on pouvait proposer des choses, tout le monde était en appui commercialement pour pouvoir faire en sorte que ça se fasse. Et ouais, j'ai appris énormément de choses à ce moment-là. Et du Et coup, là, j'en ai parlé 2 secondes, mais c'est là où j'ai rencontré mon futur associé qui était chef de projet technique et qui est devenu agiliste facilitateur chez Marcel. Parce que pareil, tu vois, les méthodes agiles, ça commençait, bah vas-y, toi, t'aimes bien ça, on te paye la formation, puis tu deviens agiliste. Enfin, et chez Marcel, tu retrouves plein de gens aujourd'hui qui sont head-off à droite à gauche. Enfin, ouais, il y a ouais, une génération. c'est une Ouais, vraie école forte. c'est fou. Ouais. Ouais. Et bah donc justement, raconte-nous un petit peu après. Tu te dis, je sais le faire pour Marcel. Est-ce que je le ferai pas pour moi, entre guillemets, Alors, de créer il ma y a eu propre TB, mais agence? en deux Comment? secondes, il y a eu TB, où j'ai suivi mon associé, pour être Ouais. honnête. Ça s'est bien passé en termes de méthodo, parce que là, on a musclé vraiment notre discours avant-vente, même si je faisais un peu d'avant-vente chez Marcel. C'était pas forcément mon cœur de métier. Par contre, chez TB, j'ai fait 2 ans d'appel d'offres, quoi. Non-stop, en essayant de vendre l'approche design thinking, service design pour les clients. Ouais. Mais très clairement, même si je retiens enfin, c'était une très bonne expérience, TBWA, l'environnement était trop publicitaire. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, c'est pas dans la pub que je vais pouvoir travailler sur des sujets de plateforme, c'est pas dans la pub qu'on va pouvoir s'attaquer à des vrais sujets business. Mm. Il y avait cette, à la limite, chez Marcel, c'est un peu plus possible, mais chez TB, il y avait quand même cette chasse gardée publicitaire où non, nous on fait des campagnes, nous ce qu'on fait, c'est pour gagner des prix. Et en fait, on n'a pas à parler au client de son business, on n'a pas à lui parler de son expérience client, etc. En tout cas, j'ai senti une forme de limitation, Mm. mais c'est pas grave. Ça a nourri une réflexion avec Michael, qui deviendra mon associé par la suite, où on s'est dit, mais en fait, on va pas y arriver ici, il faut qu'on le fasse par nous-mêmes. C'était une époque aussi 2016 où il n'y avait pas encore vraiment, tu vois, le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le product management. Il y avait encore un peu la place pour monter une boîte, tu vois, sur un format un peu comme IDEO, Designit, Ouais, ça c'est des Workento, choses que vous Instrument, regardez. tu vois. Ouais, C'est alors des moi, choses ouais. qui vous inspirent, On peut se avec dire en peut-être un peu France, il n'y plus a pas de de. boîte, ouais. Il n'y a pas de boîte qui vend du design thinking, tu vois. On se dit, ça n'existe pas vraiment. Il y a des boîtes qui font de l'application mobile, il y a des boîtes qui font pure plateforme, mais l'approche tout design, il y a quelques boîtes, mais bon, on ne trop te connaissait pas dans ce qui Ouais, était en tout cas, proposé. ouais, et puis il Il y y a avait sûrement de la Accent place en qui tout faisait un cas. peu ça à l'époque, Ouais, bah mais UX voilà. République, je sais ça avait bien marché aussi au début. Ouais. Ouais, alors, ouais, c'est à peu près cette époque-là, tu vois. C'est à peu près cette époque-là où on se dit, tiens, c'est le moment. Quand on se dit, il y a un moment. Bon, après, pour plein de raisons qu'on connaît, ça a été plus compliqué et voilà, mais on a quand même réussi à durer 8 ans sur ce créneau design thinking, agilité et interface. Voilà. C'est trop bien, t'imagines, tu sais que la plupart des entreprises, je crois, elles dépassent pas 2 ans. Ouais, il y a des cycles, c'est 3-7, ouais. C'est un peu comme en Voilà, amour, vous les en avez fait entreprises. 8, Souvent, tu passes pas la première année, c'est même première année, 3 ans et 7 ans, je crois. De mémoire. Écoute, je me souhaite ça pour Design Club. Franchement, si on arrive à faire 8 ans, ce sera déjà super. Mais ouais, bah, du coup, on pourra en parler. J'ai un peu de Ouais, recul maintenant ouais, je veux par rapport bien. à ça. Je pense Je que veux bien. J'aime bien. quand une entreprise elle échoue, c'est toujours un peu de ta faute. Le Covid nous a pas du tout aidé, mais c'est toujours un peu de ta faute. Donc, Ouais. je pourrais te donner un point de vue de designer dans un instant. Mais ouais, le Bah, sens, c'est une entreprise, c'est une aventure de dingue parce que en fait, on monte le truc on commence en septembre 2016. TB, ils ont été sympas avec nous, ils nous ont laissé partir ouais, dans de bonnes conditions pour qu'on monte bien cette sûr. boîte. Et en plus, ils nous ont fait travailler derrière. Philippe Simonet, hein, pour le citer, nous a facilité le départ, on va dire, et le début de l'aventure, même s'il aurait pu nous payer plus cher. Mais on a pu, non, on Ah, bah avait après, négocié un tarif d'amis au début. Donc voilà, oui, oui. Ok. petite joke, mais ça nous a fait longtemps rire Ouais, au avec final, ça Philippe. vous a mis le pied à l'étrier d'avoir quelques clients déjà Ouais, pour démarrer. carrément. C'est Ouais. magnifique. Ouais, on a continué à travailler avec General Electric et les laboratoires Roche sur des missions de research assez costauds en plus dans la santé.
Donc, Parce que voilà, c'était le tout je début trouve que c'était le pied à notre étrier. je trouve Le que pied à le l'étrier, moment de pardon. solitude quand tu ouvres ta boîte mail, quand c'est entre guillemets presque ton premier jour ou ta première semaine, ton premier mois et t'attends les mails qui tombent, mais non, il n'y a pas de mail qui tombe parce qu'en fait, Ouais, bah alors, on s'y était pris en avance. On avait déjà notre site quand on a commencé. On s'était bien débrouillé pour Ouais. être prêt, tu vois. On Moi avait j'ai préparé vécu quand même. ça, c'est pour ça que j'ai vécu ce mur où Ouais, bon, c'est pas un il n'y moment a rien. facile. Ouais. Alors, on monte le truc en septembre 2016. On a un peu de TB. Par le réseau, en fait, on bosse assez vite, tu vois. Je me rappelle, on avait une mission pour Neoness via Neoness, notre ouais. agence, via Genty. Bah, tu vois, comme on a un réseau agence, en fait, d'ailleurs, sur toute la durée du singe, le réseau agence nous a vachement aidé parce que, bah, tu vois, plein de grosses agences, même encore aujourd'hui, qui n'ont pas forcément du UX designer Ouais, en tout à fait, c'est interne, des choses qui sur les peuvent plateformes, se posent des externaliser. questions. Ça a été, et sur tout ce qui est méthodo, atelier, j'en ai pas parlé, on avait vraiment développé une expertise assez forte. Ouais, Donc, ça c'est important. on était beaucoup appelés pour ça aussi. Enfin, je sais pas, on a fait, c'est pas une blague, on a dû faire 300 workshops avec le singe, quoi. Ouais. Toutes les semaines, on avait 2, 3, 4 workshops de 2 à 4 heures pour des clients. Et c'est des choses Sur qui plein sont de pas si sujets. évidentes à vendre en plus. Enfin, Ouais, il y des fois les a clients. Clap qui fait ça de manière assez industrialisée maintenant. Mais ouais, c'est pas forcément évident à vendre. Et en plus, je trouve que l'époque de la co-création, moi personnellement, genre viens un peu. Vraiment, j'aurais pu me tatouer co-création sur le bras en 2012-2013. Et je dis pas qu'il faut plus en faire, attention, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et dans des moments très tactiques. Le tout co-créé, j'en suis vachement revenu. Voilà. On a vécu une époque, et tant L'intelligence mieux. collective. Parce que c'est vrai C'est important, désiloter, c'est important, mais bon, tout le monde en workshop, en France en tout cas, je mets une petite limite. On s'est un peu perdu fait, là, la mais la question, digression, elle est importante. Ouais, mais en fait, la question, elle est peut-être aussi de se dire, est-ce que ça sert pas plutôt à fédérer les gens et expliquer un peu les choix, plus que Exactement. de vraiment sortir l'idée unique qui va émerger de tout le monde. Ce qui est important, c'est ce qu'on nous on appelait le vécu La préparation. c'est-à-dire ce que tu es capable de créer pendant un workshop s'il est bien mené, et notamment sur les workshops d'objectifs, qui sont beaucoup plus faciles à mener entre guillemets que les workshops d'idéation. En fait, ce qui est très dur, c'est les workshops d'idéation, parce que quand tu fais de l'idéation avec des profils qui sont pas créatifs, en fait, c'est compliqué. Le fait qu'en France, encore une fois, tempérament un peu latin, on sait pas toujours bien se comporter en workshop, c'est-à-dire que quand tu as un animateur d'atelier qui est garant de la méthode, du timing de l'atelier, qu'en fait tu as des gens qui se lèvent en plein milieu de la séance pour faire une intervention un peu de type C-level, etc. En fait, ça te coupe les pattes de toute l'intelligence qui est en train de se mettre en place. Donc, bon, il y a des techniques pour faire un petit peu contre-feu à tout ça, mais voilà, workshop d'objectifs, c'est nous on appelle ça un vision workshop. C'est un workshop qui marche extrêmement bien pour poser un cadre dans un projet et pour créer un peu cette cohésion et parfois faire en sorte que des gens qui ne se sont jamais parlé arrivent à se parler. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est hyper tactique comme workshop. Après, derrière, tu peux être avec des workshops, tu peux faire des ateliers beaucoup plus opérationnels avec des gens qui sont plus tes pairs, et là, tu avances mieux. Pas forcément besoin de raboter tout le monde. À l'époque, le design sprint de Google, voilà, intellectuellement, c'est hyper intéressant. En fait, dans les faits, jamais personne n'a le temps de se dédier autant de temps. Et en fait, c'est très, très, très dur à mener, en fait. Dans des temps aussi courts. Dans certains pays, la culture s'y prête. Et pourquoi pas, mais en France, c'est intéressant que tu dises ça. Non, mais c'est vrai, moi j'ai toujours vu ça aussi plutôt comme des ateliers d'alignement plutôt que la vraie créativité de se dire ouais, grâce à ça, on va faire un nouveau produit. Voilà. Mais bon, j'ai tout essayé en termes de workshop, justement dans mes expériences passées, comme on s'est suivi avec mon associé, on a eu l'occasion d'un peu exercer la boîte à outils. Et ouais, les workshops d'idéation, c'est le truc le plus dur à mener. Hein. Ouais. J'en retiens 3 des workshops. Voilà, alignement, vision, c'est important de le faire. Priorisation et les exercices de roadmap tous ensemble, où chacun va essayer de définir un peu ses tâches, les estimer dans le temps pour positionner une roadmap. Voilà, ça c'est des trucs qui sont clés, qui sont des workshops à maintenir. Le reste, et puis qui concrètement font avancer les gens, quoi. Tu sors pas de là en disant ah bon bah au final c'était l'après-midi un peu cool. Franchement, on a surfé sur la vague aussi, mais ouais, bien sûr. Période colonie de vacances pour cadre. Franchement, non mais c'est vrai, non mais vraiment, tu vois, où tout le monde a l'impression qu'on allait tout résoudre par workshop. En fait, non, ça marche pas comme ça.
Du coup, je reviens au singe. Ouais. Septembre 2016, on monte la boîte, on bosse un peu avec des agences, etc. Et en fait, on est recommandé, cette histoire est dingue, on est recommandé par 4 personnes différentes auprès de Mazarine pour les aider à préparer la refonte de Dior.com. D'accord. Donc, comme on est hyper bien recommandé, on les rencontre. Ils se sentent obligés de vous voir. Ouais, un peu. Ça fit avec l'équipe de Dior de Mazarine. Et en fait, on se retrouve embarqué sur la refonte de Dior.com à partir de janvier 2017. Le site sortira en 2018. Et ça a été une période un peu fondateur pour nous parce que, tu vois, on a monté la boîte seulement 4 mois après. Tu tapes Dior, tu te dis attends, c'est pas possible. Et en fait, projet assez dingue parce qu'on fait de la recherche. On fait un prototype de la future plateforme e-commerce. On monte ça au top management de Dior. Ça remonte, je me revois aller dans le bureau de Monsieur Toledano à Villemontagne pour présenter mon petit prototype. Il n'a pas regardé. Voilà, on a eu plein d'anecdotes de ce monsieur qui travaille plus chez Dior maintenant. Personne à la retraite, mais qui a été patron de Dior pendant, je sais pas, 40 ans. Et puis en fait, voilà, ils nous avaient signé le projet et en fait, on a pu dérouler derrière. Donc 6 mois de prototypage avec le top management pour imposer une vision transversale. Bon, moi, ça me fait rigoler aujourd'hui avec ce que je fais aujourd'hui, mais à l'époque, le site était hyper styloté et le brief, c'était de faire un site One Dior. Bon, ils sont revenus en arrière aujourd'hui, mais on avait réussi à convaincre le top management de faire ça. On avait travaillé avec des personas, des parcours. One Dior, ça veut dire tous les produits Dior dans un seul et même. Okay. Exactement. À l'époque, il y avait, tu vois, 2 check-out. Tu pouvais pas faire une mise en panier d'un maquillage et d'un sac à main. Voilà. Tout ça, c'était un peu la base de notre reco. Il y avait aussi, tu vois, à l'époque, on avait aussi tendance à, tu vois, tu venais c'est pas encore forcément les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais tu venais d'une campagne, on te remettait la campagne sur le site, et peut-être sur plein de pages, on avait réussi à réduire de 4 à 2 clics, de 5 à 3 clics, de vraiment raccourcir la charge cognitive, effectivement, et aussi le temps de passage entre j'arrive sur le site et j'arrive sur une PDP. Je me rappelle, à l'époque, on disait déjà PDP is the new homepage, parce qu'on avait regardé les datas de Dior. Et en fait, le site était hyper en pointe pour cette année-là, 2017 à peu près. Et donc, on fait cette reco qui a vraiment bien plu au top management. Bien sûr, quand tu me dis ça fait sens de dire. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a 2 temps dans le projet. Tu as ce temps de 6 mois où, voilà, gros prototype pour convaincre le top management. Ils signent le projet et derrière, on enchaîne sur la production du site. Et toi dans ce modèle-là, toi, tu as un rôle qui est tu es dans la production. UX designer. Ouais, tu es dans la production. Tu n'as pas encore ce rôle de lead ou de manager ou de pilote de certains. Alors là, à ce moment-là, tu découvres le management plus tard. Non, alors je ne l'ai pas précisé. Chez TB, j'avais une petite équipe de 4 UX. On était monté même à 5 à un moment donné avec les alternants. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai aujourd'hui dans mon équipe un UX designer qui était dans mon équipe chez TB. Donc voilà, c'est marrant dans mon parcours aussi. J'ai plein de gens qui reviennent assez souvent. Bien sûr. Mais non, j'ai découvert le management chez TB. J'ai oublié de le préciser. J'ai pris un rôle de lead UX chez TB à l'époque. Et donc je reviens sur Dior. Cette période de vente, en fait, d'un peu d'avant-vente, même si c'était un peu plus que de l'avant-vente. Ils signent le projet et derrière, on fait une série de workshops avec toutes les divisions de Dior pour aligner tout le monde sur ce que sera le futur site. Et donc, on a fait des séries de workshops justement d'alignement pour le coup, de priorisation. Et en fait, on a super bien cadencé le projet en termes de méthode. On associe plus sur la partie agile derrière aussi et l'atterrissage de l'avion avec les équipes de dev, et moi plutôt sur la conception en amont et préparer le terrain pour les équipes UI, travailler avec les équipes UI. Et en fait, à l'époque, on avait fait quasiment un design system, en fait. On n'appelait pas ça un design system, mais voilà, c'était un UI kit assez musclé, dans lequel on avait tout réfléchi en composants. Et j'étais le seul UX. J'ai fait toutes les pages du site tout seul pendant des mois. Je sais même pas si c'est encore possible de faire ça de nos jours avec toutes les contraintes. En vrai, voilà, c'était une époque, aussi un vrai truc fondateur aussi par rapport à l'e-commerce, même si j'en avais fait avant.
Là, tout seul en responsabilité, c'était huge comme projet. Bah, et puis on comprend Et, que après, à la suite de ta carrière, on va le découvrir après, que je pense que ça a fait sens pour Chanel, pour la suite de ta carrière dans ce monde-là, le fait de. Ouais. Et puis à la sortie, hein, c'est 30 à 40% suivant les marchés de hausse de conversion direct, quoi. Voilà. Donc Et donc, ouais. Non, mais c'était un c'est vrai succès. exceptionnel. Ouais. Dior. Ouais. Justement, le conseil que j'entends, moi, par rapport à ce projet-là, et que peut-être c'est vraiment le cadencement de l'alignement de toutes les équipes, parce que j'imagine que là, il va y avoir beaucoup de monde avec des attentes. Tu me disais, il y avait, pour faire le One Dior, donc il y avait Dior Parfum, Dior sur toutes ses composantes, qui devaient se mettre d'accord avec, j'imagine, toutes les validations top management, au milieu etc. de tout ça, toute la politique, etc. Le fait d'être à deux et d'avoir des compétences hyper complémentaires, à la fois de cadencement, d'organisation et à la fois de production qualitative, c'est ça qui a fait le succès de ce projet. Je pense qu'on doit retenir un truc du singe, mais du coup qui s'applique bien à Dior, et parce on va le répéter plusieurs fois en fait, ce schéma qu'on avait déjà, si tu veux, mis en place ensemble avant, parce que chez Marcel, on faisait des ateliers ensemble. Chez TB, on a un peu musclé le jeu en étant plus haut chacun tous les deux dans l'organisation de TB, plutôt sur des sujets d'avant-vente et des sujets de prod aussi. Hein. Là, au singe, ça y est, on était mature, quoi. On avait suffisamment expérimenté pour se dire, voilà, on sait gérer un projet de bout en bout, orienté design et en utilisant les méthodes agiles. Et quand je dis méthodes agiles, je vais faire une petite précision. Ouais, je veux bien. C'est pas en appliquant le bouquin au pied de la lettre, c'est en s'adaptant au contexte de chaque client pour être capable de délivrer, si tu veux, le meilleur de l'image quand c'est le cas, et c'était le cas pour Dior, de l'expérience et du design, et de l'efficacité, de l'efficience dans le travail, en fait. Donc c'est derrière le mot méthode, il y a le mot pragmatisme. C'est comment t'embarques un groupe pour qu'il soit capable de prioriser et de travailler ensemble pour délivrer dans les temps. Il y a eu 0 retard sur ce projet. Et c'est pas pour ouais, bien sûr, faire des tonnes. Et je dois avouer aussi que Dior était une organisation qui a su particulièrement jouer le jeu aussi. Et le support de Mazarine était hyper important là-dedans aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas eu d'accro sur ce projet, quoi. C'était fluide. Les validations étaient là. Une réalité, hein, quand tu connais ton karaté, quand tu as fait ton travail dans la salle des temps, après, justement, l'utilisation de toutes ces connaissances, d'en faire une matière, j'aime bien souvent dire ça, d'en faire une matière organique en fonction de la problématique que tu as en face, c'est ça l'objectif. Donc c'est vraiment, si tu connais parfaitement et s'adapter au contexte, encore une fois. Ouais. On n'était pas là, enfin, on retient, je parle un peu à la place de mon associé, tu vois, mais ce qu'on répétait souvent, c'est les principes de l'agilité, ils sont importants dans le manifeste agile. Tu vois, appliquer du Kanban, du safe maintenant au pied de la lettre, en fait, parfois, ça n'a pas de sens suivant l'organisation. Ouais. Donc, trouvons un modèle de fonctionnement qui convient à tout le monde, avec des rituels, ça va bien se passer. Et cette logique-là, moi, je trouve que les UX designers, ils ont alors, je sais pas si c'est mon parcours qui me fait dire ça, mais je trouve que les UX designers doivent être garants de la méthode. Enfin, maintenant, je trouve que, tu vois, je sais pas où elle est la méthode. Elle est un peu chez les PM aujourd'hui, tu vois, mais ils doivent être garants de ça, et puis je pense qu'ils doivent être garants de faire que les gens y adhèrent. Moi, je trouve que la plus grande force d'un designer, c'est d'essayer de comprendre tout le monde. Il essaye de comprendre et de faire un peu relier, aligner les gens, fédérer autour. Et c'est ça que moi, je ressens beaucoup. Et donc, et je trouve que la méthodologie du design... Vincent, mais le design, c'est pas un métier, c'est une démarche en fait dans laquelle tu t'inscris. Tout à fait. Et dans la composante design, il y a effectivement le fait de faire quelque chose pour les utilisateurs finaux, avec un soin important accordé à l'esthétisme, mais c'est aussi la simplification. Et dans la simplification, parce que très attiré par la complexité en tant que designer, il y a la simplification des process. En fait, le design, il est transversal. J'ai vu une conférence là il y a pas longtemps que j'ai trouvé brillante. En fait, le design, c'est pas du craft. En France, on a cette erreur de concept de sémantique même, où on confond un peu le design avec la création.
Oui, on fait de la création dans le design, mais je pense que le design, moi personnellement, je le passe un petit peu plus haut et c'est un process transversal. Et Bien les sûr. entreprises qui réussissent bien aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont intégré le design à l'échelle et qui ont compris que c'était composante essentielle de l'expérience. D'ailleurs, pas que pour les clients finaux, mais aussi pour les employés. Ouais, mais je te remercie de le dire, parce que c'est vrai que dans l'objectif du podcast, c'est à la fois c'est destiné aux designers et aux gens qui sont tout aussi convaincus que nous, mais j'ai aussi pour objectif que ça soit potentiellement écouté par d'autres composantes d'une entreprise. Et ça, c'est ultra important. Je trouve que de de mettre en avant tout ça, que c'est une pensée et que tout le monde doit, enfin, tout le monde en y adhérant passera, J'ai taffé sur passera le Marocco cap. UX, Marocco bouquin, tu vas voir. très, très bien. Raconte-nous un petit peu, toi, peut-être, le fait d'être designer, entrepreneur, cette vie-là, et à la fois peut-être les difficultés que tu as eues. J'imagine là, il y a le projet Dior qui s'est extrêmement bien passé, etc. Il y a peut-être eu des moments peut-être moins simples, même peut-être travailler avec un autre associé, etc. Est-ce que là, quelques années après, tu prends du recul un peu sur ce qui s'est passé Ouais, je pense vraiment quand tu échoues, c'est forcément de ta faute. Le Covid nous a pas aidés, mais c'est forcément de ta faute. C'est que tu as failli quelque part. Ouais. Quand tu es entrepreneur, tu es tout seul. Tu l'as mentionné tout à l'heure, la solitude de l'entrepreneur, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc auquel tu n'es pas préparé parce que, en fait, quand le téléphone sonne pas, et moi je l'ai découvert aussi, alors on avait le projet Dior qui nous a bien lancé, mais on faisait pas ça full time au début. Ça a été plus le cas en 2018, mais tu vois, l'année 2017, c'était quand même un peu une année pas simple. Heureusement, on avait le chômage, etc. Tu vois, mais clairement, c'est pas ma meilleure année Bien sûr. sur les 10 dernières années. Et on s'est pris les élections en pleine face. Voilà, je sais pas si tu l'as déjà vécu. Mais en fait, en France, dès qu'il y a un mouvement politique ou géopolitique, il se passe plus rien, plus personne te signe un contrat. Ah Donc, bah ouais, si, bah là on a vécu franchement l'arrivée le problème ouais, bah voilà. Russie-Ukraine en 22, ouais. 2022, ouais, c'est ça. On a tous un peu senti beaucoup moins de signatures. Ouais, Bah, tout à voilà. fait. Chaque mouvement comme ça, en fait, tu te le prends un peu en pleine tête. Donc ça, on l'a découvert. Donc c'est vrai que bah voilà, faut essayer de mettre des choses en place. Nous, on a eu la chance, encore une fois, de manière organique, on a énormément travaillé. Et je pense vraiment que 70 à 80% de ce qu'on a fait, c'est grâce à du réseau. Votre réseau d'avant, donc ça c'est important. Ouais. De votre réseau d'avance. Normal, tu vas pas utiliser un réseau de plus tard, mais non, mais ce que je veux dire, c'est important de partager ça aux gens. C'est important ce que tu viens de dire parce que j'allais y venir. Là où on a été mauvais, et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas assez investi sur le commercial. Je pense que à titre personnel, on était des bons commerciaux une fois qu'on était chez le client. Par contre, chercher les premier clients, rendez-vous, ça c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans l'ADN de mon associé non plus. Et que si on avait dû refaire les choses, peut-être qu'on aurait dû investir sur un profil un peu chasseur. Ouais, qui va ouvrir les portes, qui va dire bonjour aux gens sans que nécessairement il était attendu. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un truc on aurait dû se connaître quelques années passées, ça aurait été mon rôle. Ouais, peut-être. Et puis en plus, je spoil ma reco de musique de plus tard, mais on avait un peu ce truc qui est aussi une erreur. Sur la communication, on n'a pas été bon. En fait, on avait un peu cette idée de faire un peu les Daft Punk, tu vois, on n'avait pas envie de trop être présent sur les réseaux, mais qu'on parle de nous à notre place. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie de communication, clairement. Intellectuellement, c'est intéressant. Parce que voilà, je peux avoir un avis sur LinkedIn et je suis assez discret sur LinkedIn personnellement. Et on avait un peu l'impression que si on était bon, ça allait finir par se savoir. Ça a été le cas, mais dans le cadre de notre réseau, et ça a été une vraie limite. Tu vois, on aurait dû beaucoup plus être présent sur les réseaux sociaux, accepter d'être un peu plus, un peu, et de choisir un mot politiquement correct, tu vois, mais de se vendre mieux sur les réseaux. Tu vois. C'est un truc qu'on a complètement sous-exploité. C'est les deux erreurs, je pense, fondamentales. C'est drôle que tu me dises ça parce que
j'avais fait un podcast avec Geoffrey Kazmerziak, qui est le Head of Design de Garant.me, qui est une société dans le monde des assurances, qui avait créé aussi un produit pareil dans le monde des assurances avant, qui s'est fait racheter par Garant.me et ensuite est devenu Head of Design. Et il me disait que lui, avec son associé, pareil, ils avaient un peu cette même vision de se dire, en fait, c'est le produit qui parlera, et vu qu'on va faire un excellent produit, qu'on en est sûr, et c'était vrai d'ailleurs, parce qu'ils se sont fait racheter ensuite, etc. Mais ils se sont dit, là où on a pêché, c'est par, en fait, peut-être un excès d'orgueil sur cette partie-là, et de se dire qu'au final, commercialement, ça allait déboucher. Si on fait de la qualité, ce sera notre promo à nous, quoi. Et, Ouais, c'est un peu ça le ça, parti, ouais. ça peut parfois avoir un tout petit peu ses limites. Ça dépend des échelles que tu attends, quoi. Ouais, c'est l'erreur. Voilà, je te le dis, ça marche pas. Ça marche pas. Ce n'est pas applicable au milieu des affaires, le fait d'attendre le client chez toi. Donc, encore une fois, tu vois, on a duré 8 ans grâce à notre réseau, donc je pense qu'on n'était quand même pas à côté de la plaque, mais bon, voilà. Mais Ça a clairement, il y a tu vois, nous, c'est quand on crée Design Club, il y a aussi une réflexion de se dire, nous, on est plutôt, en fait, justement, une entreprise commerciale au service du design, plutôt qu'une entreprise de design, peut-être avec moins d'aspect commercial. Et c'était un vrai choix de notre part, parce que le fait de produire, c'est quand même, ça te prend énormément de temps. Et en fait, ça te prend du temps bien sûr. sur toutes tes actions commerciales. Et quand en plus, t'as des clients, ça avance, etc. Bon, tu te dis, allez, on le fera un peu plus tard. Et puis tu bosses dur, etc. Et tu te dis, bon, au final, est-ce que ça vaut le coup? Et après, tu me fais penser à un truc là en t'écoutant. On n'a pas voulu prendre le virage que toi tu as pris, c'est-à-dire le fait de placer des gens. Ouais, la régie, ouais. C'est un truc qu'on n'a pas eu envie de faire. On l'a eu, hein, ce questionnement de se dire on bascule là-dedans. Et c'est vrai que venant d'agences, ayant plutôt, tu vois, pour modèle les entreprises de design tech scandinaves ou américaines, on avait l'impression que c'était ça notre plus-value, tu vois. Et en fait, pour le coup, on s'est trompé aussi, tu vois. Le digital a été largement intégré et encore aujourd'hui, le modèle que toi tu mets en place, c'est plutôt le modèle qui convient aux clients, en fait. Donc là aussi, petite erreur, je pense vraiment qu'il y a un intérêt. Ouais. Il y a un intérêt à avoir des gens qui se mettent en chambre pour pouvoir réfléchir à ton problème, mais c'est plus trop le modèle d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Ou des gens qui arrivent vraiment avec une vraie fraîcheur d'esprit par rapport à ta marque, à ce que et donc arriver à quelque chose de neuf et tout. Mais en effet, et à la fois tu sais, la prestation, la régie, etc. C'est aussi très très lourd en management. En France, en plus, ça coûte beaucoup d'argent en termes de charges, etc. Et c'est vrai que parfois, moi aussi j'en reviens parce que pendant 10 ans à faire du consulting, tu te dis qu'il y a des moments où tu aurais aimé que ça se passe différemment et que tu gères des humains et que c'est pas si évident et que toi-même après coup, c'est pas évident d'en sortir. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, avec ce modèle freelance, écoute, je suis le plus heureux du monde parce que j'ai l'impression d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire créer une agence de design qui va comprendre les clients et aller chercher les clients, et ensuite pouvoir travailler avec des freelances qui, eux, ont cette notion de qualité de service, ont cette volonté de faire avancer leur propre travail à eux, versus peut-être parfois dans le monde du consulting où manager des gens en CDI, c'est pas toujours très très simple. Et voilà. C'est pour ça pour ça que des fois, je fais les choses différemment par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en plus, toi ou d'autres, maintenant je suis le client. Effectivement, les budgets sont organisés plutôt de manière à prendre des gens comme ça, une somme d'individus pour former une équipe, que de faire bosser une agence. Voilà. Les temps ont changé par rapport à ça, quoi. Merci pour ton retour sur ça.
c'est hyper intéressant et je pense que, en tout cas, moi, je défends beaucoup le concept du designer entrepreneur. Souvent, je dis qu'il a toutes les capacités pour être entrepreneur, sauf peut-être la partie commerciale et financière et gestion financière, qui sont 2 points très importants. Tu viens de le Ouais, noter. bien sûr. Mais en tout cas, Mais j'en je suis 100% d'accord avec ça. Je sais que tu le répètes souvent. ouais. Faut écouter quand même un peu ton podcast. Ouais, je pense qu'on a toutes les qualités. On a toutes les qualités. Franchement, ouais, moi, tu sais que quand je suis sorti de mon école de commerce à Orléans, je me suis dit, enfin, en fait, après coup, quand je découvre le design, donc là, il y a 5 ans, je me dis, mais c'est fou, enfin, ça devrait être la pensée design, la vision design devrait être enseignée dans toutes les écoles. Je trouve que ça a du sens chez tout le monde, en fait. Ouais, Que bien tu sûr. sois, je sais pas, dans le monde soit ingénieur en environnement, que sais-je, tu vois, vraiment dans tous les métiers, je pense que la pensée design, elle a le fait de se Mais en fait, remettre t'as dit en un mot-clé, focus. Ouais. vision, en fait. Au-delà du pouvoir de réaliser, qui est déjà un super pouvoir en soi, hein, même si tu es juste très bon en visual design, en interface ou même en Ouais. création graphique au sens large, ça c'est déjà énorme comme pouvoir, tu vois, quand tu as un talent, quel que soit le niveau, même j'ai envie de dire que tu fasses des affiches pour ton cousin ou que tu sois DA pour une grande marque de luxe, quand tu as ce pouvoir-là, déjà c'est énorme, mais quand en plus, il apporte une touche de vision, en plus dans des sujets que nous on aime bien de produits, d'applications, d'outils, ça a pas de prix. Et pour avoir pas mal travaillé avec quelques startups quand même, ou en avoir accompagné aussi en freelance dans d'autres moments de ma vie, j'ai pu voir des patrons sans vision et c'est moins bien. D'un coup, ça marche moins bien quand tu dois payer des gens pour avoir une vision et qu'en fait, tu te retrouves un peu parfois en contradiction avec ça. Bon, voilà, c'est pas évident. Donc, les designers ont vraiment Bah, un et rôle puis, essentiel. Il y a une conférence du patron d'Airbnb qui parle beaucoup de ça, à quel point il laisse une liberté aux designers chez lui. Mais voilà, pas besoin de m'étaler sur la réussite de l'entreprise. ouais, et puis je trouve que c'est un combat qui est un peu perpétuel contre soi-même, hein, de porter la pensée design, parce que moi-même, je le vois, je suis pas designer, mais je suis un convaincu. Et pour autant, je vais faire mon site et je vais dire, bah ouais, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Attends, en fait, on sait pas du tout. Il faudrait peut-être le montrer à des gens, faudrait, tu vois, même, tu sais, juste C'est facile de retomber dans ces travers. Hein, à des niveaux très micro, on retombe vite nous, ce qu'on pense, c'est ce que pense tout le monde. Enfin, tu vois, on est vite dans un côté, voilà, d'ego, de notre idée c'est la meilleure, etc. Et c'est très compliqué d'accepter la remise en question sur ça et de se dire, mais attends, prenons le temps de montrer, de checker, de se faire challenger et tout. C'est un vrai combat contre l'humain, en fait, hein, être designer. C'est marrant ce que tu dis. Je n'ai pas trop parlé pour l'instant parce que ouais, vraiment, on a beaucoup parlé interface, création, et on a moins parlé CX, qui est l'autre partie de C'est vrai. mon parcours. Grâce au singe, hein, notamment, on a fait des super missions de CX. Bon, voilà, on a fait plein de plateformes pour Ouais, vraiment l'expérience etc. 360. Tu vois, la Banque de France et tout, on a fait des trucs, vraiment des grosses plateformes, la Fédération française de golf, enfin, vraiment des gros sujets de plateforme. Et après, on a eu des missions un peu différentes, dans lesquelles on a utilisé les méthodes de design sur des sujets organisationnels, sur des sujets d'expérience client. Au-delà du persona, c'était surtout de la cartographie et de la compréhension de touchpoints et d'irritants sur un parcours. On l'a fait pour Vinci Autoroute, pour une marque qui s'appelle Autosphère, qui est un peu qui est de plus en plus visible maintenant, un peu grâce à nous, je dois le dire. On avait été contacté par Tu m'en avais The Good parlé. Company. En fait, la boîte derrière, elle s'appelle Émile Frey. Personne ne connaît Émile Frey parce que tu vois, c'est une boîte qui possède des concessions automobiles, donc c'est un peu obscur comme ça. Mais en fait, via les méthodes de design, on a craqué plein de problèmes dans l'entreprise. Et en fait, suivant la maturité, et c'est pour ça que t'as un peu pointé du doigt le côté poil à gratter que peut avoir le design. C'est-à-dire que quand tu fais confiance à des designers pour aller un peu fouiller sur comment tu bosses, faut être prêt parce qu'en fait, tu t'aperçois, et j'ai plein d'anecdotes de trucs où en fait, il y avait des dysfonctionnements énormes dans l'entreprise parce qu'en fait, malheureusement, les dots, ils sont quand même rarement reliés dans les boîtes et que tout est, sauf rare exception, un peu siloté.
et que ce que fait ma business unit à côté, je suis pas au courant. Ouais, tant Que que ça quand ça se fait. passe mal, c'est de la faute de l'autre. Mais en fait, du point de vue du client, en fait, il comprend pas quoi. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça, de trucs où c'est le call center qui ramasse. Call center. Ouais, non À mais. partir de une seconde, mais si vous faites de la recherche, allez voir les gens dans les call centers, écoutez les conversations dans les call centers, parlez aux gens qui parlent aux gens, les forces de vente, etc. Parce qu'en fait, c'est eux qui détiennent tout le savoir et toute la vérité sur Et c'est votre eux organisation. qui prennent trop cher, et ouais, qui prennent cher dès qu'il y a dès que ça se Et passe en mal. fait, des trucs aussi bêtes, tu vois, il y a une promo. Le client dit j'ai vu la promo, est-ce que vous l'avez? Le call center, non, on n'est pas au courant de la promo parce qu'en fait le marketing il a pas bien allumé mis en pardon, tu pourras couper celle-là. Le marketing, il a pas bien appuyé sur le bouton dans l'outil pour déclencher sa campagne. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui gèrent d'un côté, regardez, j'ai ça sur Instagram, mais en fait, dans l'outil, tu vois, je peux pas valider le code promo. Et en fait, qui se mange le client pas content? C'est le mec qui est devant le client. Ouais. Et tu vois, ça, c'est des trucs qui remontent pas dans les boîtes. Et c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, Ouais, ça, tu fais une explo, tu t'en aperçois, il y en a, t'as 4 penchés, t'en ramasses 10 à la douzaine. Tu sais qu'Alban, moi je pense qu'il y a un vrai. Je pense qu'il y a un livre à écrire sur ça, de mon point de vue. C'est CEO, soyez accompagné par un service designer, quoi. Ou par un CX designer. Enfin, soyez accompagné par du design. Parce que, en fait, je pense que personne n'a conscience dans certaines entreprises, j'imagine, je dis ça comme ça, c'est pareil, c'est peut-être un peu too much, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui ont conscience que ils n'ont pas conscience du mapping de leur entreprise. Non, pas du tout. Et des interactions entre elles et des frictions qui pourraient remonter, quoi. Et je pense qu'en vrai, personne pourra le voir. Je vais te partager un livrable qui est ah non, je vais pas pouvoir. Non, dommage. tu vois, mais on pourrait se dire, Moi, j'ai le story graph. C'est vous pourrez regarder. Tu pourras regarder en ligne, mais le story graph, c'est un outil que moi j'utilisais qui est génial. Tu mappes tes besoins utilisateurs avec tes touchpoints dans l'entreprise. Donc, tu as une espèce de puissance 4 à la fin, là c'est rouge, là c'est vert, là c'est rouge, de j'ai un besoin client, sur les réseaux sociaux, j'arrive à y répondre. En boutique, j'arrive à y répondre. Au call center, j'arrive pas à y répondre. Et ainsi de suite. Tu vois, tu fais ça sur chaque besoin client. Donc, faut avoir fait une étude avant de faire le livrable. Et en fait, d'un coup, tu as une cartographie, tu vois, ça s'allume, de tous les points rouges et tous les dysfonctionnements de ta boîte. Et tu m'as fait penser à un truc, on en a parlé il y a pas longtemps, là, j'étais chez Tiga dans une soirée design. Je sais pas où est passé le CXO. C'est-à-dire que dans les années 2020, je sais pas, 2018-2020, on entendait vachement parler du CXO, le Chief Experience Officer, c'est le nouveau job dans les comex, etc. Le job a disparu. C'est Apple qui a lancé ça. De mémoire, je crois que c'est un peu Apple qui a lancé ça. Après, il n'y a pas de. En fait, c'était Tu prends le Fortune 500 chez Apple, chez Nike, on a parlé de Airbnb qui est pas dans le Fortune 500, enfin, je pense pas, mais dans les grosses boîtes avec un design fort, tu as un équivalent de CXO. C'est le CXO, c'est la personne qui est en charge de l'expérience globale qui peut être vécue dans l'entreprise, à la fois avec ses clients, à la fois avec ses fournisseurs, à la fois avec ses employés. C'est un peu j'allais dire l'œil de Sauron, mais positif. Non, mais c'est le mec qui connecte les dots, en fait. Partenaire de jeu et camarade pas facile avec qui bosser, en tête les équipes marketing et les DSI. Souvent, c'est des gens qui n'arrivent pas à bosser ensemble. Ouais. Et en fait, alors, tu vois, on parlait d'Autosphère tout à l'heure, c'est un peu le cas chez eux, tu vois. Quand tu as un boss qui est le boss de la DSI et des équipes marketing, d'un coup, tout s'éclaire. Voilà. Non, mais c'est vrai, déjà, juste dans un organigramme, beaucoup de choses qui peuvent. Ça peut être une les organigrammes, parfois, ils évoluent en fonction des gens. C'est jamais très, très, très clair, etc. Donc, Et je rajouterai un truc, tu vois. Je sais pas si ça doit être des designers, c'est compliqué de tenir ce discours, mais beaucoup de profils très business souvent à ces postes-là. Oui. Et bon, des fois, j'ai travaillé avec des super profils, tu vois, mais est-ce que c'est
un duo? Est-ce que il en faut un peu plus de designers suivant les orgas? Je n'ai pas la réponse exacte, mais les designers, ils savent parler, et de plus en plus, et je les invite à parler à des comex. Moi, ce que je retiens de mon expérience du singe, c'est que j'ai développé une soft skills que j'avais pas envisagée. Quand tu dois le connaître, ce truc-là en tant qu'entrepreneur, quand tu es entrepreneur, automatiquement, tu parles beaucoup plus facilement, on touche beaucoup plus facilement les portes de gens assez hauts dans les organisations. Et tu te retrouves très vite à devoir défendre un point de vue niveau COMEX, des fois CEO. Et en fait, cette expérience que j'ai emmagasinée à discuter avec des leaders, elle me sert dans mon travail de tous les jours. Se placer en réunion, j'étais timide la première fois, comme tout le monde, avec ce genre de profil, et en fait se rendre compte que tout va bien, et qu'en fait tu es capable de défendre tes idées de design, et qu'en fait les gens, s'ils sont là, c'est pas pour rien, et qu'en fait la plupart des CEO ou de gros top managers, en fait, ils vont très bien comprendre ce que tu leur racontes. Et ben, ça te détend et ça t'aide vraiment derrière à convaincre de la pertinence du design. Mais malheureusement, parfois, il faut remonter un peu la chaîne alimentaire. Mais ouais, et puis je pense que c'est quelque chose qui est tellement neuf. Enfin, après, comme on disait, on annonce un peu l'arrivée de la pensée UX, UI design peut-être à partir de 2010-2012. J'imagine que le design est là depuis bien longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que dans les écoles qui forment nos élites, potentiellement, si j'aime pas ce mot-là, mais tu vois, on ne parle pas de design, on va parler d'éco-gestion, d'EBITDA, de plan de prospection, ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, de tous ces mots-là. Et tu vois, il y a peu, j'ai discuté avec des gens qui étaient dans une école de commerce, supérieure de commerce à Lille. Ils me disaient qu'ils avaient eu des cours en design. Et pourtant, et donc ça m'a ravi parce que je me suis dit, tiens, ça va peut-être en tout cas, ça les ouvre déjà de base à quelque chose de positif. Là où moi, tu vois, j'ai découvert vraiment, j'étais candide il y a 5 ans et on m'a ouvert les portes de, en fait, design, ça veut dire concevoir. Tu sais, tu reprenais. Ouais, bien sûr. En fait, le déjà, sens moi, je me suis dit, le sens, en fait, moi, déjà, je l'avais pas, donc déjà, pouf, ça m'a ouvert une fenêtre. Et après, on m'a dit, tu sais, faut demander aux utilisateurs d'un projet avant. Et je dis, oui, en fait, moi, j'ai toujours vécu l'arrivée de logiciels, souvent des CRM, de façon catastrophique, imposée et mal paramétrée. Ouais, bien sûr. Et donc, personne n'a envie de l'utiliser. On te le demande de l'utiliser par la contrainte. Si tu veux tes primes, si tu veux tes trucs, etc. Et l'outil, les gens, ils ont mis 500 000, 1 million d'euros dessus parce que c'est écrit Salesforce, HubSpot, X, Y et Z, parce qu'eux, ils savent tout faire, sauf qu'au final, à un moment, quand tu sais tout faire, tu peux aussi rien faire avec. Il faut le paramétrer, il faut écouter les gens avec qui tu travailles, comprendre les schémas de vente, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, quand j'ai découvert qu'il y avait ça, je me suis dit, mais mince, en fait, tous les projets que j'ai vus ou sur lesquels j'étais utilisateur et j'ai subi, je me suis dit, mais s'il y avait eu une vision design, on aurait peut-être pu gagner tellement d'argent. Et oui. En dépenser peut-être tellement moins. Mais c'est un avantage. En fait, se doter des compétences design, c'est se doter d'un avantage concurrentiel hors norme. Et en fait, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que, en fait, ce qui fait, alors moi, je suis un convaincu de ça, en fait, ce qui est important pour ton client final, c'est comment il va interagir avec ton produit, ton service, ta marque, et en fait, peu importe ce que tu fais, peu importe ton business. Si l'expérience que tu lui procures est bien, en fait, il va revenir. Et en fait, il est là le sujet. J'ai un passé publicitaire et de communication. En fait, pour moi, mon sujet, il est plus dans l'après que dans l'avant. Et on investit souvent beaucoup trop dans les aspects communication, disciplinaire et standard. Je te dis, et beaucoup moins dans le service et dans l'expérience. Il y a un livre à écrire sur ça, sur c'est souvent les parents le design. Le design va vous faire gagner, tu vois. J'ai l'impression que parfois c'est ma reco de bouquin. Tu veux vraiment que je spoil la reco de s'il est déjà écrit. S'il est déjà écrit. En fait, on a plein des bouquins sur le sujet. Après, est-ce qu'ils sont lus par des est-ce qu'ils sont déposés devant la porte des bonnes personnes? Je suis pas sûr. Alban, ce que je te propose, parce que là
On est long. On parle beaucoup, mais c'est parce que c'est trop bas. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse parler un tout petit peu de Chanel, que tu nous expliques avec les possibilités que tu peux, ce que tu fais, peut-être. J'avais noté ça dans mon petit script. Je vais le reprendre. Tu avais noté Chanel, la love brand versus le bon sens UX. Est-ce que on peut, je peux effectivement pas. On peut parler un petit peu de ça. Donc mon rôle il est simple. Hein. Je travaille principalement sur Chanel.com en tant que directeur du design. J'appartiens à une entité transverse. On a une équipe de presque une vingtaine de designers avec des profils UX, UI, le design system de Chanel.com et des chefs de projet / design apps qui nous accompagnent au quotidien. J'ai récupéré une équipe déjà très mature, dont je suis hyper fier et satisfait. Et on développe hyper bien le design dans notre écosystème et on est hyper content de ça. Et ce que je peux dire, et que je trouve hyper intéressant par rapport à cette marque, c'est qu'elle a un pouvoir tellement fou. C'est vraiment ce qu'on appelle une love brand, comme il y en a peu en fait. On peut parler de Nike, d'Apple notamment. Bah en fait, elle vient bousculer tout ce que tu as appris jusqu'à présent, parce que quand l'utilisateur a envie et désire cette marque, en fait, il fait des choses qu'il fait pas ailleurs. Et donc, voilà, je vais pas être beaucoup plus long. Hein. Moi, j'apprends énormément de choses là-bas, eu égard à cet nouvel aspect que j'avais jamais rencontré. C'est des gens des clients qui se comportent différemment, et c'est une joie de travailler là-dessus au quotidien. Parce que en fait, ce que tu me dis, c'est que potentiellement l'envie de se procurer un produit Chanel va en fait faire que toutes les frictions qui peuvent être là, elles vont être dépassées, et qu'on y va, et que même parfois peut-être on y ajoute de la friction pour peut-être déclencher parfois du design émotionnel. Quand je te dis ça, c'est ça veut peut-être dire que, je sais pas, peut-être qu'on va peut-être mettre une intro, des choses peut-être un petit peu plus dans l'émotion, qui va peut-être durer un petit peu plus de temps que si on était dans la vente de chaussons. Et encore une fois, en fait, faudrait pas être trop précis, mais j'ai l'impression que je dis des choses vraies. Non, mais entre la désirabilité que la marque suscite et ce qu'on observe des clients, il y a des choses assez étonnantes. Ouais. Il y a des choses assez étonnantes. Ouais, on peut faire des choses que les autres ne font pas. Et c'est intéressant d'observer ça. Ouais, quand tu m'expliquais peut-être qu'avant, il y avait le 5 clics jusqu'au 2 clics. Là, peut-être qu'il n'y a pas une question de se dire 5 ou 2 clics, c'est comment on fait pour que ça se passe bien et qu'on leur donne une émotion. Quoi. J'imagine. Je dis ça comme ça, mais je pourrais. Ça, je peux pas répondre à ça. J'aurais essayé. Bon. Ok, trop bien. Bah écoute, on arrive sur la fin. Je pense que sinon ça va être trop long, mais on va peut-être s'en faire un deuxième. Pourquoi pas dans l'année 2026 si ça te dit. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié aussi le dernier passage de notre échange sur toute la partie service design. C'est un métier que je pourrais être. C'est vrai qu'on pourrait faire que. Donc, je pourrais être encore plus spécifique là-dessus. J'ai fait des projets dingues. Je travaillé sur un campus pendant 3 ans, 2 campus, un à Lyon, un à Paris. Donc voilà, j'ai fait des projets physiques sur la fin du singe qui sont dingues en fait. Et moi je suis d'accord. Tu sais, moi je suis, comme je te disais là, je suis comme Candide qui avance dans son histoire, et je découvre plein de choses à chaque fois. Et je trouve que le design de service, pour moi, c'est un des métiers les plus sous-estimés ou sous-représentés, sous-cotés, sous-représentés. Je trouve que, tu vois, le product management, discovery discipline, qui sont des vulgarisateurs, hein, hyper intéressants, hyper importants, je pense en France, qui font vraiment référence. À contrario, ils ont un peu tué l'expansion du design aux designers, tu vois. Donc après, il y a des écoles qui font des super boulots. Je pense à Strat, l'école de Nantes de design aussi.
où les gens que je vois qui sortent de là, Estrade, je les connais bien en plus. Ouais. Ils sont solides, ouais. Brillants, mais tu vois, j'ai l'impression en France, le design se développe vachement dans les territoires, dans les politiques régionales, etc. Un peu moins dans les entreprises ces dernières années. C'est possible, hein. C'est ce que j'observe. Je suis pas sûr d'avoir la vérité vraie, mais j'ai connu une émulation autour de ce sujet. Et de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Tu regardes Google Trends, je sais plus qui avait fait ça, mais tu vois que l'UX a été remplacé progressivement par le product design ou product management dans les mots références, les mots-clés tapés sur Google. Voilà, je dis pas que on a besoin de la culture produit, etc. Et par ailleurs, en fait, on appelait ça déjà comme ça il y a 15 ans, mais du coup, il y a une partie qui s'est un peu délitée là-dedans autour des aspects serviciels, tu vois. Et bizarrement, je trouve que tu le retrouves dans les industries. Tout à l'heure, tu parlais des ingénieurs. Je pense que eux, ils ont compris. Tu vois, dans l'automobile, dans les grosses industries, etc. En fait, c'est des gens qui sont hyper en pointe sur les sujets design system, sur les sujets de recherche. Donc, ça s'est déplacé. C'est assez curieux. Tu te rends compte que l'importance, ils vont peut-être me tirer dessus que je dis ça, mais peut-être que l'importance d'ingénierie n'est peut-être plus si importante qu'avant. Quand tu faisais une voiture Renault, le moteur, les gens qui étaient sur le moteur, c'était la crème parce que voilà, ils ont fait l'évolution du moteur jusqu'à peut-être, ils sont peut-être allés au max. Maintenant, c'est l'électrique. Au final, il va peut-être plus y avoir de vraiment de complexité mécanique. Ouais, puis ils ont compris que l'expérience client, l'expérience vécue dans la voiture. Hein, moi, je regarde, tu vois, c'est fou, mais je trouve que Renault, c'est une marque. Bon, alors après, ils ont piqué le designer de Peugeot, mais dans l'absolu, ils ont fait un truc qui est extraordinaire. Donc, encore une fois, ils ont été piqués ce que Peugeot faisait, mais pour parler des marques françaises, sur l'expérience cockpit, l'expérience à bord, où en fait, ils ont vraiment appliqué les méthodes de design sur l'ensemble de l'intérieur. Et maintenant, de la voiture, et maintenant ça va vers l'extérieur. C'est-à-dire que les dernières Renault, la séquence d'allumage de la voiture avec les phares, elle est travaillée, elle est scénarisée. Donc, tu vois, il y a vraiment dans les industries un peu lourdes comme ça, un attrait vers le design. Et c'est vrai que tu as raison. Souvent, je disais, les ingénieurs viennent de Vénus et les designers de Mars. Et la culture ingénieur en France, je trouve j'ai l'impression qu'elle se s'ouvre beaucoup plus au design que des industries qui étaient de nature ouverte à la pensée. Je pense que c'est normal aussi. Voilà, c'est peut-être pas si. Non, mais c'est un avantage concurrentiel, encore une fois. Hein, ça devient clair. Eh ben, écoute, Alban, pour terminer ce podcast, je te propose. J'aime bien poser 3 questions. La première, c'est est-ce que tu as une source d'information, un livre peut-être, un site internet que tu aimes bien regarder pour faire ta veille, pour rester up to date et puis continuer de progresser. Moi, j'ai tout un tas de raccourcis sur mon ordi. Je la veille, c'est hyper important. Pour moi, je trouve que c'est. Je sais pas l'estimer, je sais pas si c'est 30 à 40% d'un bon designer. C'est un mec qui est bon en veille, tu vois. Mais c'est clé dans notre le benchmark, le benchmark. Donc voilà, j'utilise beaucoup LinkedIn pour faire de la veille, et puis après voilà, j'ai mes rituels. Donc je vais régulièrement regarder ce que Mobin, que j'aime beaucoup, City Inspire, Land the Book, qui fait voilà toutes les collections de sites web. J'aime bien regarder ce qui se fait de manière générale. Ça permet aussi de découvrir des business parfois ou des objets ou ce genre de choses. Donc c'est marrant de faire de la veille. Et en termes d'UI, de nouvelles visions, de s'inspirer. Tout à fait. Donc il y a ça. En bouquin, du coup, c'est le moment où on parle, enfin, le reveal du bouquin, mais vieux bouquin, j'ai regardé, on peut encore le trouver sur Amazon. Il s'appelle Experience Design, a Framework for Integrated Brand Experience and Value. Ça a été écrit par les fondateurs de Method, qui est une agence américaine. Et dedans, il y a comment tu fais pour que business et design égale amour. Tout est dedans. Il y a énormément de schémas. Moi, c'est un bouquin référence. Il m'a marqué ce bouquin. Il est vraiment top. Ça me donne envie. Parce que justement, il intègre aussi cette notion de marque qu'il ne faut pas oublier dans ce qu'on fait. C'est pour ça que j'aime bien les profils agences. Généralement, ils sont beaucoup plus sensibles à ça que les profils trop start-up, trop produits.
La marque, c'est important aussi. Ça fait Tu partie sais de que, l'expérience. j'ai enregistré un podcast avec un des responsables de Koto, Ouais, la marque, ouais. Ah oui, je pense l'agence. que je l'avais écouté, ouais. Super, Non, il n'est super. pas Ouais. encore sorti. Ah, Je ok. l'ai enregistré. Ah, mais Et donc, il je m'a l'écoute fait un cours il m'a un- fait un cours magistral sur le branding et la puissance du branding dans la stratégie de l'entreprise. En fait, en tout cas, ça questionne toute l'entreprise. Et après l'avoir questionné, ça met en lumière et en musique euh, la pertinence de l'entreprise auprès de ses clients, le branding. Et en fait, c'est magnifique. Et c'est tellement, tu sais, moi, j'ai été parfois dans des entreprises où c'est le stagiaire, tu sais, c'est l'alternant qui va te faire tes logos et ta vision design que, c'en est frustrant, quoi. C'en est frustrant. C'est hyper important ce que tu dis. Je suis obligé de jumper dans ce truc-là. Ouais, En fait, bon, on va continuer le podcast encore. ouais, non, faut pas me lancer. Mais en fait, si tu veux, pendant longtemps, tout ce qui était brand, etc., c'était plutôt en agence de pub, de marque Ouais, qu'on faisait. que tu as connu. Et il Ouais. y a eu un peu, tu vois, toutes les agences de packaging, de branding de l'époque, elles ont mal géré le tournant digital. Vraiment hyper mal géré, tu vois. C'est-à-dire que 2010, c'est des boîtes qui sont là. À partir de 2010, c'est plutôt la web agency ou les agences de pub, comme Marcel, on en parlait tout à l'heure, qui vraiment prennent le pas. Et en fait, elles sont en train de revenir, ces boîtes-là. Et Koto, c'est, voilà, je pense à Koto, à Base Design, qui est une super boîte aussi avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Et en fait, eux, ils ont pigé un truc, c'est qu'ils arrivent à intégrer les méthodes de design. Et donc, du coup, faire leur boulot sur la brand, sourcé sur les méthodes du design thinking. Donc, tu vois, c'est pas juste je réfléchis dans ma tour d'ivoire. Tu vois, je pense qu'ils ont fait un peu amende honorable et qu'ils sont revenus un peu de l'époque où ils savaient tout et qu'en fait, ils exprimaient, tu vois, une vision qu'ils avaient réfléchi tout seuls. Maintenant, ils utilisent les méthodes du design thinking pour documenter, sourcer, comprendre l'entreprise. Tu vois, ça va assez loin. Et Ouais. ils utilisent ça pour créer une nouvelle fondation de marque, créer une nouvelle plateforme de marque, ce qui peut du coup découler vers le langage et le design system. Et en fait, c'est une autre façon de prendre le sujet. Et Koto a hyper bien compris ça. Et en fait, quand tu alignes tout le monde sur la vision de l'entreprise, ils arrivent après à scaler à échelle internationale, en fait. Tu vois. Et à l'intérieur de l'organisation de l'entreprise, c'est là où moi je trouve que c'est intéressant et c'est là où le design a vraiment Ouais, ça une questionne. carte à jouer. C'est que, en fait, faut repartir de ses utilisateurs et de sa marque. Tu vois, je parlais de ce bouquin-là. C'est ça l'expérience design. C'est comment tu arrives à orchestrer ta marque pour que ton image, ta brand DNA, elle soit en résonance avec les besoins de tes utilisateurs. Ouais. Et comment derrière, du coup, tu alignes toute l'entreprise pour qu'elle arrive à atteindre cet objectif-là. Si tu fais ça, tu as quasiment tous les ingrédients pour réussir ta recette. Et tu vois, tout à l'heure, on en a brièvement parlé, tu vois, Decathlon gère hyper bien ça. C'est une marque extraordinaire à observer. Mais tu sais, et puis au Decathlon, aujourd'hui, pour des agences, des ESN, etc., c'est l'un des comptes les plus matures, organisés Bien sûr. de Avec du design France. dans chaque strate En France, de franchement, aujourd'hui, si l'entreprise. tu me demandes, ouais, c'est qui les entreprises de cette taille avec des organisations de design, bah, Decathlon, Ouais, ça en fait le, partie. Pourtant, je tout le travaille pas groupe avec eux. Muliez a bien pigé ça. Tout le groupe Hein Muliez a bien pigé ouais, le Ouais. design. Ouais. Alors, je sais pas si tout le groupe, bon, je les connais pas assez, mais en tout cas, je sais que aujourd'hui, même pour un consultant, un freelance, etc., aller travailler chez Decathlon, c'est un vrai kiff. Tu vois. Ouais, après, je crois que t'es très siloté, mais je sais pas. Ouais, bon, bref. Mais, allez, on essaye de ouais, terminer ce podcast. J'ai un deuxième bouquin et je vais pas faire plus long. C'est This is Service Design Thinking, qui est un super une boîte à outils en fait. Il ressemble un peu au bouquin de Karine Lallemand, la Ouais. méthodologie UX. Dedans, t'as tout le B.A.B.A. Persona, user journey, story mapping, enfin voilà, tous ces livrables là, toutes ces techniques de recherche. Super bible aussi à feuilleter souvent.
Et en tout cas, c'est très. En tout cas, je trouve dans ce podcast qui m'a marqué et ce que j'aime beaucoup, c'est voir un peu ton shift vers le visuel, vers le plus en plus de services, la vision design de service, la vision stratégique, etc. On le sent vraiment ce shift-là qui arrive, tout en gardant aussi la qualité de production toujours au cœur de ta vision. Mais je trouve que c'est un shift qui est important et qui est hyper intéressant. Et j'imagine que ces livres-là t'ont aidé. Ouais, ils m'ont aidé, et puis la pratique aussi. Putain, et vraiment, tu vois, j'étais fan de IDEO, Work & Co que j'aime beaucoup aujourd'hui. C'est des boîtes que j'observe parce qu'elles ont compris ça, en fait. Elles ont compris. Et enfin, les 2 questions les plus complexes de ce podcast. Est-ce que j'ai réfléchi. Est-ce que tu as un film et un album de musique à nous recommander? Franchement, j'arrive pas à parler d'un autre film parce que c'est mon film préféré. Mais en fait, moi, Forrest Gump, c'est un film que j'adore. Je crois que quelqu'un a déjà dû le dire, ouais, j'arrive pas à dire un autre film. J'adore ce film. Ouais, j'adore ce film. J'aurais pu parler de Her aussi, que je trouve hyper intéressant en tant que designer, ou de Bienvenue à Gattaca, mais voilà, j'ai choisi Forrest Gump. Ok, voilà. Très clair. Et un album de musique qui n'a rien à voir avec le design d'ailleurs, à part Her. Album de musique, c'est pareil, j'arrivais pas à choisir. Du coup, je vais dire Alive des Daft Punk parce que du coup, il y a un peu tous les albums des Daft Punk. Et voilà, je suis assez classique je suis assez classique sur la musique. Si par hasard quelqu'un connaît pas les Daft Punk, Alive, ça peut être une bonne façon de. C'est l'enregistrement du fameux concert où ils mélangent toutes les musiques. Là. Exactement, ouais. Retour à Coachella. Okay. Donc voilà, j'ai pas, voilà, c'est pas très original, mais classique. Voilà. Et puis pour pareil, il faut voir s'il y a la vidéo sur YouTube aussi. C'est un classique. C'est un classique de ce spectacle. On a beaucoup parlé de marque. C'est les dieux du branding ont tout compris. Ouais, et à la fois, ça, dans mon. Tu sais, dernièrement, il y a aussi eu PNL dans le monde du rap, etc., qui était aussi un peu comme ça, pas faire de communication, avoir des communications ultra ciblées. Il y a quand même que très peu d'élus qui arrivent à le faire, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, et on reprend, tu sais, par rapport à notre discussion de truc. Il y a quand même peu d'élus pour. Ouais, c'est ambitieux comme stratégie marketing. Ouais. Je suis d'accord. Mais je sais pas si t'as vu, ils ont lancé un clip là qui vient de nulle part 15 ans après. Enfin bon, bref. Alors que le groupe n'existe plus. Ouais. Ah non, je vais aller checker ça. Trop bien. Bon, merci beaucoup, Alban. C'était un vrai plaisir. Je te souhaite à toi, le meilleur pour la suite. C'était cool d'avoir cette discussion, j'allais dire longue, mais qui était ultra intéressante. On aurait pu continuer encore plus longtemps. Donc, merci à toi. Et puis, on continue de se suivre sur les réseaux. Et je te dis à très bientôt. Au plaisir. Salut, Paul. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.